Normalement, c'est bon, là, vous avez mes slides. Oui, tout à fait. Yes. Bon, je vous fais, je vous fais confiance de ne pas prendre le lead sur la présentation, sinon ça risque d'être compliqué. Ok, super. Bon, bah, rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce tout premier webinaire 100% droit de la propriété intellectuelle, 100% dédié aux créateurs de contenu. Donc, n'hésitez pas, installez-vous confortablement, un petit thé, un petit café, un chocolat, un cookie ou deux. Bref, tout ce qui va pouvoir vous accompagner pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Et je vous propose qu'on démarre sans plus attendre sur notre thématique du jour, comprendre vraiment ses droits et obligations en propriété intellectuelle. Au programme, plusieurs choses. On va d'abord commencer par parler de votre environnement, puis de vos droits, de vos obligations, des différents risques que vous prenez. Et puis, j'aurai une petite offre à vous proposer pour agir concrètement. Donc là, le webinaire vient tout juste de démarrer, il est 13h05 et j'espère qu'aux alentours de 13h45, vous serez déjà plus à l'aise sur vos obligations et vos droits et que vous serez capable d'agir pour traduire tout ça en actions concrètes et opérationnelles pour vous si vous le décidez. Comme je vous le disais lors de mes mails et également sur LinkedIn, j'aurai une offre exclusive à vous proposer à la fin de ce webinaire. Donc à vous de voir si vous voulez rester jusqu'au bout pour l'entendre et me poser aussi toutes vos questions. Je vous propose de vous mettre en mode zéro distraction parce que les 45 minutes qu'on va passer, elles vont être assez intenses. Il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, prenez vraiment ce moment pour vous, c'est maintenant. Et voilà, je vous conseille d'être attentif, de noter vos questions, de ne pas hésiter à m'en poser à la fin du webinaire. Dans tous les cas, pas de panique. Il y aura un document que je vous enverrai avec les slides du jour, avec des petites choses que j'ai aussi prévues pour vous et un replay. Mais voilà, zéro distraction. Essayez de couper les notifs et d'être 100% là pour vous. Avant toute chose, je vous propose qu'on pose les bases ensemble, puisque le thème de notre webinaire, c'est les droits et les obligations en droit de la propriété intellectuelle. Donc, on est obligé d'abord de faire un point sur la notion même de droit de la propriété intellectuelle pour savoir de quoi on parle. Et c'est l'occasion pour moi d'effacer certaines confusions et de tout mettre au clair pour vous. Le droit de la propriété intellectuelle, c'est une grande catégorie de droits qui se divise en deux catégories. On va avoir d'une part la propriété littéraire et artistique et d'autre part la propriété industrielle. Chacune de ces deux catégories qui appartiennent au droit de la propriété intellectuelle sont constituées de différents droits. La propriété littéraire artistique comporte les droits d'auteur et les droits voisins. La propriété industrielle comporte les marques, les brevets, les dessins et modèles, les obtentions végétales et les indications géographiques. Et chacun de ces droits protège des choses en particulier. Le droit d'auteur protège les œuvres. Le droit voisin va protéger diverses choses telles que des interprétations, des fixations de sons ou d'images, des publications de presse, etc. Les marques protègent des signes qui désignent des produits ou services. Les brevets protègent des inventions. Les dessins et modèles vont protéger l'apparence d'un produit. Les obtentions végétales protègent ce qu'on appelle les variétés végétales. Et les indications géographiques protègent l'origine de fabrication. Pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Parce qu'en réalité, c'est un grand univers dans lequel il y a beaucoup de vocabulaire. Et si on n'est pas précis sur le vocabulaire, on peut se perdre et ne pas savoir où on est. Et vous, vous êtes des créateurs de contenu. Et la réalité, c'est que les droits de propriété intellectuelle qui vont le plus vous concerner vont être le droit d'auteur, les droits voisins d'une certaine manière, et si vous êtes entrepreneur, probablement le droit des marques également. Mais c'est important de poser les bases sur cet univers-là de la propriété intellectuelle pour ensuite être capable de faire le focus sur ce qui vous intéresse vraiment, qui est selon moi le droit d'auteur. Avant toute chose, je voulais vous montrer tous ces petits objets qui font partie de notre quotidien pour vous montrer à quel point le droit de la propriété intellectuelle est présent partout. Et en tant que créateur de contenu, vous allez voir que vous êtes tout le temps confronté à la création, aux créations des autres, à vos propres créations, mais la création, elle est présente dans la vie au quotidien, dans des objets tels que des robots cuiseurs, les bouteilles de Coca-Cola, les stylos Bic, vos smartphones, vos ordinateurs. Vous allez toujours avoir des droits de propriété intellectuelle là-dessus. Et si on fait un petit focus et qu'on regarde par exemple la bouteille de Coca-Cola, sur un simple et même objet, on va trouver différents droits de propriété intellectuelle. On va pouvoir par exemple avoir potentiellement un droit des brevets sur la bouteille de Coca et sur sa capsule, un droit des dessins et modèles sur le design de la bouteille, un droit d'auteur aussi sur son design, un droit d'auteur sur Coca-Cola, mais aussi un droit de marque sur Coca-Cola. Bref, il y a énormément de droits qui se mélangent sur un seul et même objet. Et on a également le secret sur la recette du Coca-Cola. Si on prend un autre objet de notre quotidien, la montre connectée pour les sportifs ou pas,
On va avoir également plein d'éléments qui touchent au droit de la propriété intellectuelle. Les différents logiciels de la montre connectée peuvent être protégés par le droit d'auteur. Certaines fonctionnalités peuvent aussi être protégées par le droit des brevets. On peut avoir un droit de marque sur la marque de la montre. On peut avoir même une marque tridimensionnelle sur la forme, etc., etc. Il y a même des droits qui protègent les bases de données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Et déjà, de manière absolue, on est tous des créateurs, puisqu'il suffit de griffonner sur un coin de papier pour être un créateur. Il suffit d'écrire 2-3 lignes pour être un créateur. Et aujourd'hui, les créateurs, c'est les créateurs de contenu. Et c'est vous, c'est nous. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on expérimente dans notre vie de tous les jours et dans notre travail. Donc, pour moi, c'était important de poser ces bases pour que vous preniez conscience de la réalité des droits de propriété intellectuelle qui sont vraiment partout dans notre univers, dans notre quotidien. Et maintenant que je vous ai dit tout ça pour poser quelques bases, je vais me présenter à vous. Moi, c'est Clara Zloty-Camien. Je suis experte en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, avocate de métier, formatrice enseignante en école supérieure et en entreprise. Je dispense des cours depuis plus de 3 ans. J'ai à peu près 400 étudiants à mon actif, une dizaine d'écoles, et je forme des équipes de salariés à mes spécialités avec des formations e-learning et des formations sur mesure. Mon objectif, c'est de vous apporter de la pédagogie et de l'expertise métier sans chichi. Donc, de parler vrai, de vous dire les choses qui vous importent pour vous et rien que pour vous. En combinant finalement ces doubles compétences que j'ai, d'un côté l'expertise et de l'autre le métier. J'aimerais vous poser une question, ou plutôt posez-vous cette question là, maintenant, tout de suite, avant qu'on entre dans le fond du sujet. Qu'est-ce que ça pourrait vous faire de savoir exactement quelles actions mettre en œuvre pour faire de vos droits une nouvelle source de rémunération pour vous et de ne jamais vous faire avoir? Posez-vous cette question, c'est très important de vous le demander et c'est la réponse que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, de vous permettre d'être le plus serein possible et de mettre en œuvre ces fameuses actions qui vous permettraient de ne jamais vous faire avoir et de pouvoir faire de vos droits une nouvelle source de rémunération. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez des questions sur vos droits, sur vos obligations en propriété intellectuelle, mais que potentiellement vous peinez à trouver des réponses concrètes, claires, complètes, faites pour vous, pour vos besoins. Et au final, vous vous sentez perdu, et c'est dommage parce que c'est un sujet central et primordial. Mais le point positif, c'est que vous avez déjà pris un minimum conscience de la nécessité d'avancer sur ce sujet, sinon vous ne serez pas là. Et soyez rassurés, parce qu'à la fin du webinaire, je vous garantis que tout sera devenu plus clair pour vous et que vous vous sentirez déjà bien mieux. Donc, si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, ça ira bien mieux dans quelques minutes. Alors, laissez-moi vous montrer le chemin. En commençant par votre environnement. Très important pour bien comprendre vos droits et vos obligations, que vous compreniez votre environnement, c'est-à-dire la place à laquelle vous vous situez. Vous êtes créateur de contenu. Vous réalisez des créations. Vous avez des droits de propriété intellectuelle sur vos créations. En réalité, ces droits-là, d'une part, vont être exploités par des tiers, potentiellement vos clients, vos partenaires ou toute autre personne avec lesquelles vous pouvez collaborer sur le fondement de vos créations. Vous avez donc un premier environnement qui est constitué de vos droits. C'est donc les droits de propriété intellectuelle que les tiers doivent respecter. Mais d'un autre côté, vous avez également des droits de propriété intellectuelle qui appartiennent à des tiers et qui portent sur des contenus préexistants que vous exploitez vous-même dans vos propres créations. Et c'est là que se situent vos obligations, puisqu'il existe des droits de propriété intellectuelle qui appartiennent à des tiers et que vous devez donc respecter. Effectivement, en tant que créateur de contenu, vous exploitez sans cesse des créations tierces et préexistantes qui sont elles-mêmes protégées par des droits de propriété intellectuelle. Il suffit juste de penser à tous les éléments qui sont en réalité des créations protégées et qui composent et font partie intégrante de vos propres créations. Vous pouvez exploiter des textes, des photographies, des illustrations, des dessins, des vidéos, des logiciels, etc., qui appartiennent à des tiers et que vous incluez dans vos propres créations. À partir de là, vous avez donc une vision sur votre environnement et vous vous situez au milieu de droits et d'obligations. On va donc commencer par faire le point sur vos droits. Le Code de la propriété intellectuelle énonce que vous avez des droits appelés droits de la propriété intellectuelle. Ces droits vous donnent accès à un monopole. Et ça, c'est la notion centrale à bien comprendre aujourd'hui, c'est que être créateur,
être titulaire de droits de propriété intellectuelle, c'est détenir un monopole. Ce monopole va vous permettre une chose centrale qui est le cœur de vos droits, c'est d'interdire l'exploitation de vos créations ou de les autoriser via des contrats. Et aujourd'hui, on a deux types de contrats qui existent, c'est les contrats de cession ou de licence et qui permettent en réalité des autorisations un peu différentes puisque quand on cède ses droits, on les donne, vous n'êtes plus propriétaire de vos droits et quand on accorde une licence, on autorise un usage tout en restant propriétaire de ses droits. Et en contrepartie de ces contrats de cession ou de licence que vous pouvez conclure, vous avez le droit de percevoir des redevances. Donc, pour bien comprendre vos droits, vous devez comprendre certains termes essentiels ainsi que leur signification. Et si vous comprenez ces termes, si vous comprenez leurs implications, vous aurez alors compris l'essentiel de vos droits en tant que créateur de contenu. Mais une fois que vous avez compris que détenir un droit de propriété intellectuelle, c'est détenir un monopole qui se traduit par le droit d'autoriser ou d'interdire que des tiers exploitent vos œuvres et que ça passe par des autorisations via des contrats de licence ou des contrats de cession qui vous permettent d'obtenir des redevances. Certes, vous avez déjà bien avancé, mais il reste quand même quelques questions à vous poser et ces questions, il faut vous les poser à chaque étape. Vous avez réalisé une création, vous êtes donc détenteur de droits de propriété intellectuelle. Ah, mais est-ce que c'est bien vous le titulaire? Est-ce que vous avez bien la propriété sur vos créations? Par principe, oui. Mais néanmoins, il peut exister certains cas particuliers qui vont faire que vous n'êtes pas le titulaire de ces droits et que finalement, vous n'avez donc pas le monopole, que vous n'avez donc pas le droit d'autoriser ou d'interdire, que vous ne pouvez donc pas être la personne qui signe les contrats et vous ne pouvez pas donc percevoir les redevances. Donc, il est très important d'identifier si oui ou non, vous êtes bien le titulaire des droits. La plupart du temps, je vous dis oui. Mais il y a des cas particuliers, comme par exemple ce qu'on appelle l'œuvre collective, qui va faire que non, vous n'êtes pas titulaire de vos droits. Donc ça, il faut être capable de l'identifier. Et une fois qu'on a bien identifié ces droits, encore faut-il être capable de les prouver. Donc ça, c'est une deuxième chose extrêmement importante, parce que si on pense au droit d'auteur, qui est un droit qui vous concerne tout particulièrement, et qui n'est sans dépôt, contrairement à un droit de marque, par exemple, où on est obligé d'aller devant un office pour déposer son droit de marque et qu'à la fin, on a bien un certificat prouvant la titularité de notre droit. Lorsqu'il s'agit du droit d'auteur, eh bien, il n'est sans dépôt du simple fait de la création. Alors, comment faire? Eh bien, il va falloir se constituer des preuves d'antériorité de nos droits. Et ça, c'est très important et ça peut passer par le fait de s'envoyer un courrier avec accusé-réception, le fait de déposer une enveloppe solo auprès de l'INPI ou d'autres méthodes. Mais donc, il va falloir prouver ses droits. Le monopole. Très bien, vous avez un monopole, mais que recouvre-t-il exactement? Il est hyper important de déterminer les contours exacts de vos droits pour savoir si l'exploitation que vous faites est bien une exploitation qui est autorisée ou bien si l'exploitation qui est faite par un tiers est une exploitation qui est interdite. Puisqu'il existe aujourd'hui, par principe, cette notion de monopole d'exploitation sur vos créations, mais il existe aussi des exceptions. Donc, il y a bien certaines exploitations que vous allez pouvoir interdire et d'autres que vous ne pourrez pas interdire car elles font tout simplement partie des exceptions. Et l'action que vous avez, et qui est également un droit pour vous, c'est qu'à partir du moment où votre monopole est enfreint, puisque l'on est bien dans le contour de ce que retrouve votre monopole, que l'on n'est donc pas sur le terrain d'une exception, vous allez pouvoir agir en contrefaçon. Et ça, c'est une action très forte que vous avez entre vos mains et qui vous permet de vous défendre lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est exploité sans votre autorisation. Et je vous disais donc que quand vous avez ce monopole qui vous permet d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de vos droits et que vous souhaitez pour le coup l'autoriser, vous allez conclure des contrats de cession ou de licence selon ce que vous souhaitez faire. Donc la cession, c'est quand vous cédez vos droits. La licence, c'est que vous autorisez un simple usage. Eh bien, encore faut-il se demander dans quelle situation vous allez opter pour l'un ou pour l'autre. Donc ça, c'est des questions très importantes à se poser. Et puis aussi de savoir exactement quels sont les termes que vous allez devoir employer, quelles sont les clauses impératives à mettre dans vos contrats. Parce que ces contrats-là nécessitent une rédaction extrêmement précise, notamment en droit d'auteur et notamment pour la cession de droit. Donc, il peut arriver des situations où vous allez croire que l'autorisation a été accordée, en réalité, elle ne l'est pas, et ça peut donner des situations très complexes, dans un sens comme dans l'autre, puisque au final, vous êtes à la fois la personne qui autorisait des tiers à exploiter, et puis à la fois la personne qui exploite des créations de tierces personnes. Donc, vous devez être très au clair sur la rédaction des contrats.
Et puis, je vous disais, en contrepartie de l'autorisation que vous accordez, vous allez pouvoir percevoir des redevances. C'est votre fameuse rémunération supplémentaire. Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre, puisque on a tendance à se dire, vu que j'ai été missionné pour réaliser une création, alors le tarif, le prix que l'on me paye pour cette prestation-là suffit à inclure les droits que j'accorde à la personne qui va in fine exploiter mes créations. Eh bien non. Pas du tout. C'est une somme que vous allez percevoir en plus du prix de la prestation. Vous allez, avoir un one fee, une somme qui correspond à la prestation que vous allez rendre à votre client, par exemple, pour réaliser une création. Et en plus de cela, vous allez devoir autoriser votre client à exploiter votre création, soit par une licence ou par une cession. Et il y aura toujours la question des redevances. Ces redevances sont prévues au contrat. Par principe, elles sont proportionnelles. Elles peuvent aussi être forfaitaires par exception. Le seul cas qui peut arriver où il n'y aura pas de redevance, c'est parce que vous avez autorisé l'exploitation à titre gratuit, mais vous ne pouvez pas accepter le fait que l'on vous dise que c'est compris dans le prix. Ce n'est jamais compris dans le prix. Les redevances sont un droit que vous avez et qui est la contrepartie de l'autorisation que vous accordez à une tierce personne pour exploiter vos créations, que ce soit via une cession ou via une licence. Maintenant qu'on a vu et qu'on a fait le tour de vos droits, vous avez également des obligations. Ces obligations, elles sont très importantes et en réalité, vous allez voir qu'elles sont tout simplement le corollaire de vos droits. Si vous comprenez vos droits, alors vous comprenez vos obligations, pour la simple et bonne raison que les autres créateurs ont les mêmes droits que vous. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous replace dans votre environnement. Ça nous replace dans votre environnement puisque vous étiez situé au milieu de cet environnement-là. En effet, vos droits sont à l'origine des obligations que les tiers ont vis-à-vis de vous et de vos créations, alors que les droits des autres créateurs sont à l'origine des obligations que vous avez vis-à-vis d'eux et de leur création. Donc, il y a cette notion de réciprocité. Si vous comprenez vos droits, vous comprenez vos obligations. On se remet sur ce schéma qui est très important, qui est primordial pour vous, et on récapitule ce qu'on s'est dit. Vous êtes au milieu, vous avez des droits de propriété intellectuelle sur vos créations. Ces créations-là vont être exploitées par des tierces personnes. Très bien. Vous allez donc leur demander le respect de vos droits et pour cela, vous allez conclure des contrats qui vont vous permettre de percevoir des rémunérations supplémentaires appelées des redevances. Mais d'un autre côté, vous allez devoir respecter les droits des tiers sur leur propre création. Rappelez-vous, je vous ai dit, en tant que créateur de contenu, vous exploitez sans cesse des créations tierces préexistantes qui sont elles-mêmes protégées. Il suffit donc de penser à tous les éléments que vous allez intégrer dans vos créations, qui font partie intégrante de ces créations, et de bien être au clair sur tout cela. Parce que si vous ne respectez pas cela, vous ne respectez pas ce qu'on appelle la chaîne des droits. La chaîne des droits, c'est la chaîne qui vous lie à tous les auteurs des créations préexistantes et à votre client. Cette chaîne des droits permet en réalité de dire « j'ai bien les droits sur les créations préexistantes que j'ai exploitées, qui figurent au sein de mes créations. J'ai non seulement les droits 1 pour exploiter moi-même ces créations, mais j'ai également les droits 2 de faire exploiter ces créations par mes clients, mes partenaires ou toute autre personne tierce qui exploitera mes créations au sein desquelles on retrouve des créations préexistantes. » Donc tout ça, c'est la notion de chaîne des droits. Il y a bien une chaîne et cette chaîne est celle des droits des personnes successives en présence dans la création, jusqu'au dernier exploitant. Vous devez donc respecter deux choses. D'une part, les droits des autres créateurs, comme on vient de le voir, et donc je vous ai dit, c'est la réciproque de vos propres droits. Il faut avoir les droits, respecter la chaîne des droits. Mais d'autre part, vous devez aussi respecter vos engagements contractuels, c'est-à-dire respecter les engagements que vous avez pris dans vos contrats. Donc, souvent, dans les contrats avec vos clients, il est indiqué, par exemple, que vous avez cédé des droits, que vous les avez donnés en licence, etc. Donc, vous allez devoir respecter cet engagement une fois qu'il est pris. Si vous avez accordé une cession de droits et que ces droits sont passés de vos mains aux mains de votre client, que vous n'êtes donc plus propriétaire, vous allez devoir respecter cela. Si vous avez pris un engagement spécifique qui figure dans votre contrat, vous allez devoir le respecter. Pourquoi? Parce qu'au même titre que le fait de ne pas vous avoir demandé l'autorisation d'exploiter vos créations
peut mener à des actes de contrefaçon de la part des tierces personnes. Si vous avez des créations que vous avez cédées à des tiers, que vous n'avez plus les droits, mais que vous continuez à les exploiter alors que vous n'avez plus les droits, potentiellement, vous commettez vous aussi des actes de contrefaçon. Donc, vous devez toujours vous resituer par rapport à cette chaîne des droits. Il faut toujours être bien au clair sur qui a les droits à l'origine, entre quelles mains sont-ils aujourd'hui, quelle a été la transmission qui a été faite, est-ce que cette transmission a été faite via une cession, via une licence, est-ce qu'elle m'autorise moi-même à exploiter, est-ce qu'elle m'autorise à autoriser quelqu'un d'autre à exploiter, est-ce que du coup, si je me suis débarrassée de mes droits, je peux encore exploiter, etc., etc., etc. Et tout ça, ça passe vraiment par le respect des droits des autres créateurs et le respect de vos engagements contractuels. Parce que commettre des actes de contrefaçon, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Très simplement, quand vous exploitez des contenus sans en avoir l'autorisation. Et ça, c'est le fait de ne pas respecter les droits des autres créateurs. Si vous ajoutez une musique pour sonoriser une formation ou pour sonoriser n'importe quel contenu que vous allez faire et que vous n'avez pas les droits, bah, très rapidement, en fait, vous êtes contrefacteur. Même si ça vous paraîtrait facile, même si vous avez le sentiment que l'accessibilité à cette musique, bah, vous en donnez le droit, c'est faux. L'accessibilité n'est pas à confondre avec le droit. Il y a des choses qui sont accessibles et pour autant, je n'ai pas le droit de faire ces choses-là. Et donc, vous allez devoir être particulièrement attentif à chaque étape. Et c'est très important que vous ayez conscience de vos droits, puisque vos droits sont également le fondement de vos obligations, ce qui signifie qu'une fois que vous avez une vision très claire de vos droits, vous allez forcément avoir une vision très claire de vos obligations, que vous allez tous pouvoir replacer dans cette fameuse chaîne des droits en optant pour quelque chose de très structuré qui, selon moi, passe par une méthode. Et c'est aussi quelque chose que je peux vous proposer, d'apprendre cette méthode-là pour ne jamais vous tromper et toujours être au clair sur cette chaîne des droits. Parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, vous prenez des risques. Et vous prenez des risques qui sont de deux types. Premier risque, les risques à ne pas faire respecter vos droits. Deuxième risque, les risques à ne pas respecter vos obligations. Les risques à ne pas faire respecter vos droits, bah, ils sont divers. Perte de rémunération. Bah pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'en fait, faire respecter vos droits, c'est conclure des contrats de cession ou des contrats de licence pour faire du coup respecter votre monopole et que ces contrats peuvent être conclus avec une contrepartie appelée la redevance. C'est à vous d'en parler, c'est à vous de le dire, c'est à vous d'expliquer à la personne que vous avez en face que non, ce n'est pas compris dans le prix, que au minimum, ce sera à titre gratuit, mais que céder ou donner vos droits en licence, ça équivaut à une redevance. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous perdez concrètement de la rémunération. Cette perte de rémunération vient évidemment avec un manque à gagner qui peut être conséquent. Si vous pensez à la valeur que peuvent avoir certains droits, il suffit juste d'imaginer, prenons simplement un exemple assez flagrant et qui parlerait à tout le monde, pensez à la marque Apple, pensez à la valeur de la marque Apple. Simplement, les droits de propriété intellectuelle, ce n'est pas simplement des créations, c'est des valeurs et c'est valorisable et ça fluctue. Aujourd'hui, la marque Apple, elle vaut des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. Et quand on achète Apple, on achète une valeur. Et si Apple n'avait jamais valorisé sa marque, le manque à gagner aurait été terrible. Mais c'est exactement la même chose pour vous parce que vous êtes aussi des créateurs. Et ce qui se passe, c'est que si vous perdez cette rémunération, qu'il y a un manque à gagner parce que vous n'avez pas revendiqué vos droits, la perte de valeur sur vos créations va être immédiate. Si vous ne faites pas respecter vos droits, n'importe qui va pouvoir exploiter vos créations comme il l'entend. Elles vont forcément perdre de la valeur parce que c'est comme si elles devenaient libres d'accès pour tout le monde et qu'il n'y avait finalement aucune protection effective. Donc voilà, vos droits de propriété intellectuelle font partie des actifs de votre entreprise. Vous devez vraiment penser à cela. Ils ont une valeur spécifique et vous devez en avoir conscience dès le début. Ça fait partie de la valeur de votre entreprise et même de votre stratégie. Et puis forcément, il y a un moment où ne pas faire respecter vos droits, ça peut être aussi beaucoup de frais d'avocat et de frais de justice à venir. Parce que si à un moment donné, vous décidez de ne pas considérer la chose et que plus tard, vous réalisez qu'une tierce personne, par exemple, a réussi à faire fortune sur vos propres créations parce que vous n'avez pas bien sécurisé vos droits et qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle que vous voulez faire valoir, une contrefaçon qui a été faite par une tierce personne, ça va peut-être être compliqué parce que vous allez avoir beaucoup de frais d'avocat et de frais de justice à mettre en œuvre, alors qu'il aurait suffi finalement de poser les bases dès le début, de vous affirmer. Mais pour ça, il faut encore être capable de comprendre son univers et de mettre en place vraiment une méthode de réflexion, quelque chose qui soit très concret pour toujours faire respecter vos droits.
Donc tout ça, c'est assez conséquent parce que finalement, c'est beaucoup d'argent, quoi. Et puis, le pire, c'est perdre vos droits. C'est-à-dire que concrètement, si vous n'avez pas connaissance de votre environnement concret, si vous ne lisez pas vos contrats, si vous ne faites pas respecter vos droits en réalité parce que vous n'en avez tout simplement pas conscience, vous pouvez les perdre. Il peut arriver que demain, un contrat soit très très bien rédigé, que vous le signez et qu'un jour vous vous disiez « Ah bah mince, j'ai plus aucun droit » et il y a une autre personne qui les détient et qui aujourd'hui peut faire tout ce qu'elle veut avec mes créations, mais tout simplement, ce sera votre faute parce que vous lui aurez donné vos droits et que là, il n'y aura plus grand-chose à faire parce qu'il n'y aura même pas de contrefaçon à mettre en avant. Donc tout ça, c'est les risques que vous prenez à ne pas faire respecter vos droits. Mais il y a également des risques que vous prenez à ne pas respecter vos obligations. Et c'est encore une fois le corollaire de vos droits, vos obligations, puisqu'en fait, ne pas respecter vos obligations, donc tout simplement exploiter des créations préexistantes dans vos propres contenus sans en avoir l'autorisation, c'est prendre le risque de commettre des actes de contrefaçon. Les actes de contrefaçon, c'est des actes qui sont graves, qui sont condamnés au titre des délits civils et pénals. Donc, c'est-à-dire que c'est des actions qui peuvent être menées tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions pénales. Devant les juridictions pénales, au même titre que vous, si vous faites valoir des actes de contrefaçon commis par des tiers, vous allez pouvoir réclamer jusqu'à 300 000 € d'amende. Vous pourrez aussi être condamné à cette somme, qui est évidemment la peine d'amende maximale. La peine va également jusqu'à 3 ans de prison, donc c'est conséquent. Et il y a toute la partie dommages et intérêts que là, vous pouvez faire valoir devant les juridictions civiles. Donc, pour tous les préjudices qui peuvent avoir été subis par des tierces personnes si vous n'avez pas respecté leurs obligations. Et puis, bien évidemment, les frais d'avocat et les frais de justice. Donc, en réalité, on se rend compte que ne pas respecter ses obligations, c'est comme ne pas respecter ses droits. C'est prendre le risque de perdre énormément, énormément d'argent. Alors qu'en réalité, on peut poser des bases et faire les choses assez concrètement et simplement. Et puis, au-delà même de ces risques-là, qui sont purement financiers, il y a un vrai risque de réputation, de crédibilité, d'éthique, de valeur à ne pas respecter les obligations des tiers quand on est nous-mêmes des créateurs. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, on souhaite évidemment que les tierces personnes respectent nos droits. Et d'un autre côté, on a cette tendance-là à se dire c'est accessible, alors je vais pouvoir aller récupérer une image, une musique, une vidéo que j'ai trouvée sur un site internet quel qu'il soit, puisque c'était facile à faire, puisque c'était accessible et possible, j'ai comme l'impression que j'en ai le droit. Mais finalement, si on veut évoluer dans un monde où la valeur globale ne fait que augmenter et qu'on n'est pas dans un cercle vicieux de perte de valeur, on est les premiers en tant que créateurs de contenu à devoir réellement respecter nos obligations et donc les droits des autres créateurs. Alors, je vous ai préparé une petite checklist de tous vos droits et vos obligations pour récapituler ce que je vous ai dit aujourd'hui et ça, je vous l'enverrai à l'issue du webinaire. Donc, vous aurez cette petite checklist en même temps que je vous donnerai les slides de ce webinaire et l'accès également au replay. Mais je n'ai pas fini. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, la question, c'est comment agir concrètement. Donc, puisque je vous ai dit tout ça, autant vous dire aussi, qu'il est possible d'agir. L'objectif, c'est absolument pas de vous faire peur. Le but de vous dire tout ça, c'est surtout de vous dire, voilà, il y a des réalités. Moi, je veux vous parler vrai, je veux vous parler franchement. Mais en même temps, si je vous le dis, c'est pas pour vous dire, on ne peut rien faire. C'est pour vous dire, il est possible d'agir. Et c'est pour vous dire que moi, je peux vous proposer de l'aide pour agir concrètement. Mais avant cela, j'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous comprenez désormais que la connaissance et la maîtrise de vos droits est primordiale si vous voulez vraiment réussir et éviter de tout perdre? Ok. Cette question, elle est très importante parce que finalement, elle est centrale pour vous en tant que créateur de contenu. Posez-vous cette question. Et moi, du coup, je vous laisse vous poser cette question très rapidement dans vos têtes et je vous propose 2 options. La première option, c'est de vous proposer de quitter le webinaire si vous le souhaitez, parce que pour vous, ça aura été suffisant et que vous considérez que les éléments que je vous ai communiqués vous conviennent, que vous êtes content parce que de toute façon, je vous enverrai la checklist, le replay et les slides de la présentation. Et de toute façon, moi, je suis très heureuse de vous avoir apporté un maximum de valeur si c'est le cas. Et je ne cherche pas à vous proposer des choses à tout prix. Mais la deuxième option, c'est que vous pouvez rester avec moi. La deuxième option, c'est de rester avec moi et de découvrir l'offre que j'ai à vous proposer. Donc, faites votre choix. Pour l'instant, je ne vois pas trop de monde partir, donc c'est sympa. Il y a des gens qui sont curieux. Bon, de toute façon, ça n'engage à rien, effectivement, de rester un petit peu, quelques minutes. Et puis surtout que si vous restez avec moi, une fois que je vous aurai présenté ce que j'ai à vous proposer, on aura le temps
pour que vous me posiez toutes vos questions. J'ai vu des questions un peu dans le chat. Je ne peux pas y répondre en direct, sinon je perds complètement le fil. Mais j'y répondrai avec plaisir à la fin du webinaire. Au revoir, Jocelyn. Pour tous ceux qui sont restés et qui souhaitent faire de leur création un atout et une rémunération supplémentaire, qui veulent éviter de perdre tout et d'avoir à en payer le prix, et qui ont compris que ça passe forcément par une connaissance approfondie du droit d'auteur, parce qu'en réalité, parmi tous les droits de propriété intellectuelle qui existent, c'est le droit d'auteur qui vous concerne, moi, j'ai une méthode claire à vous proposer qui passe par 2 propositions. J'ai créé un programme qui s'appelle le programme Freelance, qui est un programme e-learning et qui est dédié à tous les créateurs de contenu et qui ne veulent plus perdre de temps à chercher des réponses sans résultat, qui ne veulent plus perdre la propriété de leur création en les donnant sans même s'en rendre compte, qui veulent être en mesure de valoriser leur création, d'obtenir une rémunération supplémentaire et de ne pas perdre leur argent dans des procès futurs ou pour avoir commis des actes de contrefaçon. En bref, qui veulent arrêter tout simplement d'être dans le flou et qui veulent reprendre la main sans plus attendre. Première proposition. Deuxième proposition, c'est des formations sur mesure, en présentiel ou en e-learning. Pour être tout à fait transparente avec vous, les formations programme freelance que je propose, elles sont vraiment dédiées aux freelance. Je les ai pensées pour vous, même si ce n'est pas des formations 100% sur mesure, c'est des formations 100% pensées pour vous, pour vos problématiques. Parce qu'il y a quelque chose de très important que je veux que vous compreniez. Moi aussi, je suis freelance en fait. Moi aussi, je suis créatrice de contenu comme vous. Et je suis dans la même position que vous. Et ce que je veux, c'est avoir la possibilité de vous partager tout ce que je comprends dans ce métier, mais aussi au travers de toute mon expertise. Et en réalité, je sais que votre budget n'est pas forcément le même que ce que coûterait par exemple une formation sur mesure en présentiel ou en e-learning. Donc, j'ai vraiment tenu à vous proposer un programme qui était fait pour vous. Mais en réalité, il y a 2 programmes, le programme freelance ou les formations sur mesure. Formations sur mesure plutôt dédiées aux équipes de salariés. Pour vous dire, le programme freelance, c'est donc tout simplement le fruit de toutes mes compétences et de toutes mes expériences en droit d'auteur, en tant qu'avocate, en tant que formatrice, en tant que conceptrice e-learning, mais aussi en tant que freelance, parce que je vous l'ai dit, je suis moi-même entrepreneur. C'est une formation e-learning complète de 6 heures en droit d'auteur. J'ai pensé ce programme étape par étape pour vous, avec la possibilité de le réaliser sans stress, puisque vous avez 6 mois pour le réaliser selon vos propres contraintes et votre propre emploi du temps. Je vous propose une méthode simple et opérationnelle grâce à un guide que j'ai appelé le guide des bons réflexes, que vous pourrez tester au cours de la formation et réutiliser tout au long de votre parcours professionnel. Et pour tester pour la première fois ce guide des bons réflexes, j'ai mis en place un cas fil rouge en 6 étapes. Donc, vous pourrez réaliser ce guide des bons réflexes pour la première fois et ensuite, vous allez pouvoir le réutiliser tout au long de votre vie professionnelle. Ce sera votre méthode avec vos droits, vos obligations. Et j'avoue qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel que je propose dans cette formation. C'est un chat privé avec moi pendant 6 mois. Donc, si vous accédez à la formation, au-delà même d'avoir accès à toutes ces ressources, vous allez pouvoir discuter avec moi pendant 6 mois en illimité. Je vous en dis plus après. Cette formation, elle est en 6 étapes. En fait, le premier module va vous permettre de poser les bases, là où le deuxième module va vous permettre d'avancer un petit peu plus sur la détermination des créations que vous réalisez, qui sont protégées par le droit d'auteur, mais également celles que vous exploitez. Le troisième module vous permettra d'identifier la propriété de ces créations, celles que vous exploitez et celles que vous réalisez. Le quatrième module de distinguer les droits qui sont inclus, puisque les droits d'auteur en réalité comprennent différents droits à l'intérieur, qu'on appelle les droits patrimoniaux et les droits moraux. Qu'est-ce que ça signifie? Et ensuite, de bien choisir le bon contrat pour faire exploiter vos créations et exploiter les créations des autres. Et il y a un 6e module qui est un peu un module bonus qui vous permet également de vous poser la question du droit à l'image et du droit à la voix, parce qu'en réalité, ce que vous exploitez est souvent soit sonorisé, soit fait apparaître des images, des photos d'autres personnes. Et donc, c'est très important de vous poser aussi la question du droit à l'image et du droit à la voix dans vos métiers. Pour faire un petit focus sur la méthodologie sur mesure que je propose, c'est un guide des bons réflexes en droit d'auteur. C'est un guide qui va vous permettre vraiment de suivre l'avancée étape par étape de tout ce que vous autorisez, de tout ce que l'on vous autorise, de savoir où vous en êtes, de vous poser les bonnes questions. Et vous allez en fait pouvoir, grâce à cette méthode simple et opérationnelle,
ne pas vous perdre, toujours savoir où vous en êtes et avoir un document qui vous servira tout au long de votre vie professionnelle. C'est un document que j'ai créé spécialement pour cette formation, qui est vraiment le fruit, moi, de toutes mes réflexions et qui est 100% opérationnel. Chacun des 6 modules de la formation va se découper en 5 étapes. À chaque fois, il y aura une introduction où je vous rappellerai les objectifs et l'annonce du plan. Ensuite, vous pourrez tester vos propres connaissances avec 3 questions en amont. Vous entrerez dans le vif du sujet avec des séquences. Il y aura 2 à 3 séquences théoriques par module. Puis, vous accéderez à des quiz avec 5 questions pour vous auto-évaluer. Et ensuite, vous aurez une étape du cas fil rouge à réaliser en complétant votre guide des bons réflexes. C'est-à-dire que votre guide des bons réflexes, vous allez l'apprivoiser grâce à la formation. Et donc, vous aurez 6 étapes qui correspondent aux 6 modules de la formation pour apprivoiser ce guide des bons réflexes. Et après, vous l'aurez pris en main et vous pourrez le réutiliser tout au long de votre parcours professionnel. Mais là, vraiment, j'insiste, je vous propose quelque chose d'assez exceptionnel avec un chat privé sur Discord pour me poser toutes vos questions pendant la formation. C'est-à-dire que, au-delà du contenu théorique, du contenu pratique que je vous propose, j'ouvre un chat privé entre vous et moi et vous aurez 6 mois pour me poser toutes vos questions en illimité. Et je serai toujours disponible pour vous répondre. Qu'il s'agisse donc de questions qui sont en lien avec des difficultés de compréhension ou des choses plus pratico-pratiques pour vous, je serai là et je serai disponible. Cette formation e-learning, elle a déjà été testée et approuvée. Donc, pour l'instant, elle est à 5 étoiles. J'ai plusieurs personnes qui m'ont laissé des commentaires. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai eu l'occasion de transmettre à plusieurs personnes qui m'ont expliqué que ça leur avait vraiment changé les choses et qu'aujourd'hui, elles sont capables de savoir où elles en sont et d'avancer concrètement, de ne pas perdre leur rémunération et d'être capables de ne pas se faire avoir. Et pour ceux qui le souhaitent, il est également possible, et notamment pour les équipes, d'opter pour une formation sur mesure. Alors ça, c'est en fonction de votre réalité terrain, de vos objectifs. Je propose des formations 100% sur mesure qui apportent des réponses concrètes et opérationnelles dont vous avez vraiment besoin. En présentiel, en distanciel, en e-learning, c'est vous qui choisissez. Et tout ça, ce sera selon votre propre cahier des charges parce que vous avez des besoins uniques et via une proposition 100% sur mesure. Maintenant, il est temps de vous montrer les tarifs. Tarif du programme freelance. C'est un programme à 590 €. Mais je vous propose une offre exceptionnelle aujourd'hui parce que vous avez participé à mon tout premier webinaire. Je vous propose 50% jusqu'à dimanche 15 octobre, donc ce dimanche, avec un code promo qui est le code webinaire. Donc cette formation est disponible sur mon site internet et elle passe de 590 à 295 € pour une formation de 6 mois, 100% complète, qui réunit tout ce dont vous avez besoin en droit d'auteur, qui est vraiment le fruit de tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, qui est la formation la plus complète que j'ai pu faire en e-learning et qui vous permettra de discuter avec moi pendant 6 mois. C'est un investissement à long terme. Honnêtement, c'est un prix unique et c'est un coût dérisoire et un investissement dérisoire par rapport à ce que vous pourrez gagner et tout ce que vous pourrez éviter de perdre. Donc voilà, ça c'est une offre à laquelle vous pourrez souscrire jusqu'à dimanche si vous le souhaitez, avec le code webinaire. Je vous enverrai tout ça aussi par mail bien évidemment. Et si vous voulez avoir plus de détails, même si je vous ai dit la plupart des éléments, vous avez cette formation sur mon site internet. Et avec le code webinaire, elle passe de 590 € à 295 €, qui est un tarif exceptionnel. Et pour les formations sur mesure pour les équipes, on est sur du devis, donc je ne peux pas vous donner un tarif. Néanmoins, j'ai aussi une offre exceptionnelle à vous proposer, moins 25% si vous me contactez avant ce dimanche 15 octobre minuit. Et maintenant, je réponds à toutes vos questions. Je vous propose de prendre la parole, même si vous avez déjà écrit des questions dans le chat, ce sera plus facile pour moi de vous répondre directement à l'oral. Oui, Stéphane? Oui, Clara. Dis-moi, est-ce qu'on peut démarrer la formation plus tard, c'est-à-dire dans quelques semaines ou quelques mois? Oui, tout à fait. Si vous prenez la formation maintenant, je peux la faire démarrer dans quelques semaines ou dans quelques mois et retarder du coup le début du déclenchement du délai des 6 mois. Ok, merci. D'autres questions? Alors, je vais pas monopoliser, mais je travaillais pour une société où j'étais filmé pour faire des formations. Est-ce que
je peux récupérer des séquences de ces vidéos, où il n'y a que moi, bien sûr, pour les réutiliser ou pas, sachant que je n'ai pas signé de droit. Je n'ai pas signé de cession de droit à l'image. Alors en fait, là, il y a une réciprocité des droits qui normalement qui peut être bloquante quand personne ne sait autoriser les choses. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une société qui t'a filmé. Et donc, du coup, elle a un droit qui serait un droit voisin parce qu'elle est producteur, on va dire, elle a mis un investissement sur cette vidéo. Mais en même temps, toi, tu as ton image qui apparaît et donc d'un côté, tu aurais dû leur autoriser l'exploitation de cette image. Je ne sais pas si même dans le fond du contenu que tu as produit, il y a des choses qui peuvent relever du droit d'auteur. Pour ça, il faudrait voir s'il y a une originalité, etc. Mais on peut partir de ce principe-là. Donc, il y aurait aussi tes droits d'auteur. Ce qui fait que d'un côté, eux doivent avoir l'autorisation sur ton image et sur tes droits d'auteur pour exploiter. Mais d'un autre côté, toi, tu dois avoir aussi une autorisation au titre de leurs droits voisins parce qu'ils ont produit la vidéo. Donc, en fait, ça peut être bloquant des deux côtés. Donc, ce qui peut être intéressant, ce serait potentiellement de revenir vers eux en leur disant, voilà, moi, j'ai rien autorisé. Et d'un autre côté, j'aimerais réutiliser. Donc, de régulariser la chose en vous octroyant des autorisations réciproques. D'accord, même en sachant que j'étais salarié chez eux. Oui, le salariat, ça change rien en fait. Alors, il faut voir ce qu'il y avait écrit. Alors, il faut voir ce qui est contenu dans le contrat de travail. Donc, de base et par principe, le fait d'être salarié ne retire pas la titularité des droits sur des créations. C'est exactement la même chose quand on est prestataire de service. Un prestataire de service a toujours ses droits sur ses créations. Et donc, il est nécessaire que l'on soit salarié ou prestataire de service de passer par une cession ou une licence pour qu'il y ait une autorisation. Sauf que très souvent, on peut trouver dans les contrats de travail des sessions qui sont formulées dès en amont, alors qu'en réalité, il faudrait plutôt passer par des régularisations à chaque fois qu'il y a de la création. Et donc, tout ça, c'est un peu discutable. Donc, il faudrait regarder le contrat de travail parce qu'il peut aussi comporter quelque chose vis-à-vis du droit à l'image. Mais pour moi, ça reste bancal parce que normalement, tout ça, ça doit vraiment être délimité au cas par cas et selon des exploitations précises et porter sur des éléments et des objets précis. Donc, il aurait été difficile, par exemple, d'envisager dès en amont dans le contrat une cession de droit à l'image ou plutôt une autorisation de droit à l'image sur un contenu qui n'avait pas encore été réalisé puisqu'on n'aurait pas pu le déterminer précisément. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être mis en avant pour discuter justement avec cette boîte-là et voir comment vous pouvez vous accorder et que tout le monde soit content. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci pour ce webinaire très intéressant qui remet bien les points sur les i. Je voudrais savoir, est-ce que pour vos formations, il est possible de faire appel à un financement par la formation continue ou pas du tout, même en état de freelance ou non? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord. Et j'avais une autre question. Est-ce que dans le cadre du programme Freelance e-learning, vous abordez quand même la question du cas du salariat, comme pour Monsieur Deleuze, à savoir, parce que moi, en fait, je suis en recherche d'emploi, je cherche un salariat, et donc, en fait, comment négocier le contrat de travail avec les droits d'auteur? Parce que je me souviens, une fois, j'avais signé un contrat de travail, et on m'avait filé un document annexe, donc c'était bien une annexe, voilà, disant que toutes mes futures créations appartiendraient à l'entreprise. Oui, mais du coup, en fait, c'est un peu ce que je disais à Stéphane juste avant. Il faut partir du principe, et ça, je l'explique dans la formation, parce que c'est un principe de base. Et une fois qu'on l'a, il est réplicable. Le principe de base, c'est de dire qu'à partir du moment où on est l'auteur d'une création, on a les droits d'auteur. Ça, c'est le principe. Après, il y a des cas exceptionnels. Mais si on reste sur le principe, il n'y a pas de dérogation à ce principe quand on est salarié ou prestataire. Donc ensuite, c'est à voir ce que vous signez. Mais en réalité, dans ce que vous signez, il y a des choses qui potentiellement peuvent être pas trop correctes. Et comme j'expliquais juste avant à Stéphane, le fait de mettre dès en amont dans un contrat de travail certaines clauses qui viennent finalement dire que toutes les œuvres protégées, enfin toutes les œuvres qui vont être créées par le salarié appartiendront à la société, ça peut être contestable. Mais ça, en fait, c'est un dialogue à instaurer. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de cession sur des œuvres futures. Ce qui pourrait être écrit dans un tel contrat, c'est de dire on part de ce principe-là, mais on met une clause de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va s'obliger à faire le point sur toutes les œuvres qui ont été créées par le salarié, par exemple, tous les 6 mois. Et là, on régularise les cessions. Mais on part de ce principe que le salarié va vraiment céder ses droits. Il y a autre chose qui est important et que j'explique dans la formation, c'est toutes les conditions nécessaires et indispensables qui doivent figurer au contrat pour que la cession soit valide. Parce que c'est pas parce qu'on écrit Madame Molinier me cède ses droits sur ses créations futures que ça s'arrête là et que c'est bon.
en fait. Il y a vraiment des choses très spécifiques à indiquer. Donc, ça vaut pour vous quand vous cédez vos droits, mais ça vaut aussi pour les tiers quand ils vous cèdent les leurs. Mhm. Parce qu'en fait, bon, moi je suis ingénieur pédagogique, donc quand même, si je trouve un emploi en tant que salarié, pratiquement tout mon travail c'est de la création, donc ça va être compliqué d'avoir des points de rendez-vous. Il faudrait prendre peut-être. Après, c'est un cas particulier, j'avoue que. Mais c'est aussi à ça que ça sert le chat avec moi. C'est justement qu'au-delà de ce que je vous propose dans les 6 modules, la méthode, etc., c'est qu'on pourra discuter. Alors, je tiens aussi à expliquer que l'idée, c'est pas de faire de la consultation juridique, on reste dans de la formation. Donc, c'est de donner des éléments qui sont de l'ordre de la formation et pas de la consultation juridique qui relève de la prestation d'un avocat, mais de pouvoir aussi élargir les éléments à partir de ce qui a été vu dans les modules. Donc, effectivement, tout ça, ça fait partie des choses que j'aborde, donc de la question de le salarié, le freelance, les droits d'auteur, à qui appartiennent-ils et par quel type de contrat peut-on soit en avoir une cession, soit les céder et quelles sont les mentions obligatoires. Et donc, en fait, d'avoir une vraie maîtrise de son environnement pour savoir ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, c'est une question de discussion. Donc, si on ne sait pas ses droits, on ne peut même pas en fait ouvrir une discussion. Et je pense qu'il faut absolument discuter parce que je ne suis pas certaine que les personnes en face, celles qui vous font signer certains contrats où il est indiqué certaines choses, soient même au courant de la réalité du fonctionnement. Ouais. Et il y a un gros problème aussi avec les fonctionnaires parce que si je suis amenée à travailler pour un établissement public, alors là, c'est encore plus difficile parce que c'est pas mon chef, mon futur chef qui va signer le contrat, c'est les RH de la fonction publique. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, pas exactement par rapport à ce que vous dites, mais plus parce que le statut de fonctionnaire est un statut particulier. Donc, quand Ouais. je vous expliquais tout à l'heure que le fait d'être salarié ou prestataire de service ne déroge pas à la règle qui veut que l'auteur reste titulaire de ses droits, il y a un statut particulier qui est celui du fonctionnaire où là, il y a des détails et des spécificités concernant la titularité des droits. Donc, on serait encore dans autre chose. D'accord, ok. Bien. Et je voulais savoir, est-ce que dans les modules, vous abordez la négociation, comment s'y prendre pour négocier ses droits et ce genre de choses ou pas du tout? Alors, les modules, ils vous apportent tous les éléments clés pour savoir déjà quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, une méthode pour savoir où vous en êtes, et ensuite, ensemble, on peut prendre au cas par cas certains éléments. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, Flora. Oui, Maxime, je vois une petite main levée. Je ne sais pas si c'était par Oui, erreur. oui, merci. Merci de me donner la parole, c'est gentil. Bonjour à tous et à toutes. Si j'ai bien suivi la présentation de qualité, c'est au niveau de l'œuvre collective, on reste sur un cas exceptionnel, mais qui me semble quand même majoritaire en tant que concepteur pédagogique, c'est-à-dire que je reçois beaucoup de contenu brut d'expertise, donc de texte, et qui est transformé ensuite avec l'ingénierie pédagogique, bien entendu, et la conception de modules e-learning. Si j'ai compris, dans l'œuvre collective, il est compliqué ensuite d'aller rédiger un contrat de cession de droit d'auteur sans obtenir toutes les autorisations des éléments qui auraient été inclus à l'intérieur et d'obtenir du coup des redevances en contrepartie. Est-ce que j'ai bien compris? Et si oui, est-ce que c'est inclus dans la formation du programme freelance? Merci. Alors, l'œuvre collective, c'est une œuvre qui a un statut particulier. Donc, pour remettre les choses en reprenant par le principe, comme je vous ai dit, le principe, c'est que l'auteur est titulaire de ses droits d'auteur. Or, il y a un cas d'œuvre très particulier qui s'appelle l'œuvre collective. Donc, par rapport à ce que vous m'avez donné comme définition, c'est pas vraiment ça l'œuvre collective. Il faut vraiment être au clair sur ce que ça signifie. Ça, c'est un point clé de la formation, bien sûr, pour comprendre en réalité dans quel cas on est bien face à une œuvre collective et dans quel cas on l'est pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, la personne en face aura tout intérêt à vous dire mais non, c'est une œuvre collective. Donc en tant qu'œuvre collective, vous n'êtes pas titulaire des droits. Or, la réalité, ce n'est pas parce qu'il y a écrit œuvre collective que ça en est une. Il va falloir vérifier si ça en est vraiment une et si donc les conditions pour que ce soit une œuvre collective sont remplies ou non. Si c'est pas une œuvre collective, vous avez toujours les droits sur les créations que vous avez réalisées. Si c'est une œuvre collective, en réalité, on dira plutôt que c'est la personne qui a impulsé l'œuvre à l'origine qui sera finalement titulaire des droits. Mais je ne suis pas certaine dans l'exemple que vous m'avez donné que ce soit le cas. Et c'est une définition qui est très particulière. C'est pas parce qu'en fait, on tend à vous dire la plupart du temps que ce que vous faites, c'est une œuvre collective, que ça en est vraiment une. D'accord, très bien, merci. Oui, Ambre. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Alors moi j'ai deux questions. C'était concernant la différence entre licence et cession de droit et j'avais une question aussi concernant les salariés. Il me semble que dans le droit d'auteur, on a certes des droits cessibles pour lesquels on touche une redevance et on a aussi des droits qui de toute façon
sont incessibles. Oui, tout à fait. Alors pareil, ça, c'est des choses qui sont abordées très clairement dans la formation. Donc, la différence entre une licence et une cession, c'est que dans une cession, en fait, vous êtes d'abord titulaire de vos droits, parce que si vous n'avez pas les droits, vous pouvez même pas contracter dessus. Et avec la cession, la propriété des droits passe de vous à une autre personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai transfert de propriété des droits. Alors que la licence, finalement, vous restez propriétaire, mais vous accordez un droit d'usage. Prenez par exemple l'exemple de Canva, parce que je me dis que c'est quelque chose qu'on doit un peu tous connaître et utiliser. Canva, en fait, on utilise Canva, on a donc une licence d'usage pour ce que Canva nous propose, mais on ne devient pas propriétaire de Canva et propriétaire de tout ce que l'on peut trouver sur Canva. Pareil, quand on utilise la suite Office, c'est une licence. Celui qui est propriétaire, c'est Microsoft. C'est pas parce que nous, on utilise la suite Office qu'on en devient propriétaire. Alors que dans la cession de droit, c'est un transfert de propriété. Et ensuite, pour vous répondre, oui, il y a 2 types de droits. Il y a les droits patrimoniaux et les droits moraux. Ça aussi, c'est très important d'en faire la distinction parce que si on ne distingue pas que notre droit d'auteur se subdivise en 2 catégories de droits, en fait, on ne comprend même pas quel est le fond de nos droits. Et effectivement, les droits patrimoniaux, c'est des droits sur lesquels on peut contracter, alors que les droits moraux, c'est des droits qui nous appartiennent pour toujours. Et donc ça aussi, c'est une subtilité qui fait que ça nous donne un moyen d'action sur d'éventuelles exploitations, quand bien même on les aurait autorisées, qui ne nous conviennent pas. Et ça, oui, c'est dans la formation aussi. Merci. De rien. Oui, Alice? Ah, ça y est, mon micro est activé. Oui. Bonjour Clara, merci pour Bonjour. ce webinaire. J'ai une petite question. Est-ce qu'on aura accès à votre PowerPoint, votre présentation d'une Oui. manière Oui, je vais tout vous envoyer. Je vous envoie le PowerPoint, je vous envoie la checklist des droits et des obligations, je vous envoie le replay et je suis toujours disponible sur LinkedIn. D'accord. Et est-ce qu'au niveau des licences Creative Commons, je pense que vous en parlez dans votre formation, est-ce qu'elles Oui. sont assez bien rédigées dans les termes juridiques pour être utilisables telles quelles ou il faut les retravailler derrière? Non, elles sont très bien, les licences Creative Commons. En fait, ça dépend si vous voulez vous soumettre à une des licences qui sont proposées, c'est-à-dire que vous acceptez que l'autorisation que vous octroyez à des tiers va fonctionner sous tel et tel critère en fonction de la licence que vous choisissez parmi les 6 ou 7 licences qu'on trouve sur Creative Commons. C'est assez bien fait, en fait, quand vous allez sur leur site. Soit vous vous placez du côté de la personne qui est la créatrice et qui veut mettre sa création sous licence, soit vous vous placez du côté de la personne qui veut exploiter une création sous licence Creative Commons. Et si donc vous voulez la mettre sous licence Creative Commons, votre création, il y a tout un guide. En fait, on vous pose certaines questions pour savoir quel type d'usage vous voulez autoriser, etc., etc. Et ensuite, on vous redirige vers la licence. Et ces licences-là, sur le site Creative Commons, vous pouvez les trouver sous 2 formes. Soit c'est des licences un peu pas détaillées avec les pictos et juste quelques phrases, mais il y a toujours les licences détaillées derrière. Donc, en accédant à la licence détaillée, vous aurez vraiment le détail exact de tout ce qui est compris dedans. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avoue que je n'ai pas remonté le chat. Oui, Ivan? Salut Clara, c'est bon, on Salut. m'entend? Yes. Du coup, ouais, super présentation et excellent. Enfin, je te poserai des questions par mail un peu plus, plus en privé, mais là, j'avais une question par rapport, un petit peu à part. C'est est-ce que tu serais disponible pour participer à un live en tant qu'intervenante sur LinkedIn? C'est un live de 30 minutes où justement on parle de marketing digital et le contexte de propriété intellectuelle dans le contexte d'intelligence artificielle, génération d'images, etc. Oui, avec plaisir, on pourra en reparler avec plaisir. Ouais, ouais. Nickel, ça marche. Merci. Merci à toi. Alors, c'est vrai que là, on a débordé de presque un quart d'heure, donc je comprends que vous ayez d'autres choses à faire éventuellement. Mais s'il y a d'autres questions, moi, je suis encore là. Je peux encore prendre 5-10 minutes pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est l'occasion. Merci beaucoup, Clara. Ciao. Merci. À bientôt. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie sincèrement. C'était le tout premier webinaire. Je suis très contente. Vous avez été nombreux. Ah Astrid. Une question? Ou c'était une erreur de clic? J'ai vu Astrid qui levait la main.
Pas fait exprès, je voulais applaudir. Ok, ça fait plaisir. Ok, donc voilà, merci encore. Vous le savez, je suis toujours disponible sur LinkedIn. Je me fais toujours un immense plaisir de répondre à vos questions. Vous savez à quel point, si vous connaissez un peu ce que je fais sur LinkedIn, ce sujet me passionne. Je vous envoie par mail le replay, je vous envoie les slides, je vous envoie la checklist et je reste bien sûr disponible. N'oubliez pas l'offre exceptionnelle, 50%. C'est vraiment une offre très particulière que je vous fais maintenant et que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Et puis sinon, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.